Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. D'abord, quel bon vent vous amène à Montréal? J'ai été invité avec l'ensemble de la délégation qui m'accompagne à prendre part à la 24e Forum euh, international économique des Amériques. Je suis fier d'y prendre part. Et comment est-ce que vous pouvez qualifier les échanges que vous avez eus jusqu'à présent avec vos interlocuteurs canadiens ou étrangers? Très fructueux, très intéressant. J'ai compris la nécessité de venir à ces forums. Les échanges sont très bénéfiques pour mon pays. D'accord. Est-ce que vous pensez aussi avoir un petit peu joué sur les perceptions à propos de votre pays? Parce que vous savez, qu'on dit loin des yeux, loin du cœur, les gens entendent parler de votre pays à distance, mais quand vous êtes là, vous êtes un peu le meilleur ambassadeur pour donner leur juste. Est-ce que vous pensez que vous avez un petit peu changé les perceptions à propos du pays? Nous avons toujours estimé que la répétition est la meilleure de science. On a entendu parler de la RDC, on connaît la RDC, mais il était important de venir une fois de plus parler de la RDC, marteler sur nos réalités. Nous pensons que nous avons apporté une contribution dans la vraie perception de réalité de la RDC. Très bien. Et parlant de perception, l'un des problèmes qui est souvent invoqué à l'extérieur, c'est le problème sécuritaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet aujourd'hui? Pas plus tard qu'il y a quelques jours encore, on a appris le décès d'un activiste, la Lucha, qui est mort à Goma. Alors, donc, si ce genre de nouvelles arrive ici au compte-gouttes, mais ça crée une perception. C'est quoi la réalité en matière sur le plan sécuritaire en ce moment en RDC? Il est vrai que la RDC a été confrontée à quelques problèmes de sécurité, mais pour le moment, je puis dire que le pays est sécurisé, il y a plus péril en la demeure. Les forces négatives qui opéraient à l'est du pays ont été démantelées. Les FARDC contrôlent la situation, donc c'est une situation sous contrôle. Au niveau du centre du pays, où il y avait une milice armée qui avait instauré le terrorisme, des actes de barbarie, cette milice a été démantelée, l'état en pièces, et au jour d'aujourd'hui, on peut donc affirmer avec force que la situation est stable. Il n'y a plus de questions d'insécurité qu'on peut évoquer. Nous sommes en mesure donc d'aller aux élections dans des conditions de paix et de sécurité. Très bien, vous anticipez sur ma prochaine question, donc la question des élections. Le calendrier électoral est très clair. On sait qu'à la fin de l'année, il doit y avoir des élections à la fois présidentielles, législatives, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez rassurer ceux qui nous écoutent en ce moment que ces scrutins-là auront effectivement lieu? L'organisation des élections constitue la première mission du gouvernement national que je dirige. Le 16 mai de l'année dernière, nous avons pris l'engagement d'offrir au peuple congolais les meilleures élections de son histoire récente. Je puis donc dire ici, répéter, que les élections se tiendront à la date qui est fixée, donc le 23 décembre 2018. Ces élections, c'était un défi. Nous avons pris l'engagement de le relever. On va le faire. Et donc, je confirme que ces élections auront lieu le 23 décembre et déjà, dans quelques 2-3 semaines, c'est les débuts du dépôt des candidatures. Est-ce que vos compatriotes qui sont au Canada, dans la diaspora, en France, un peu partout, est-ce qu'ils pourront prendre part au vote? Nous aurions bien aimé qu'ils prennent part au vote, mais des contraintes techniques et autres n'ont pas permis que cela se fasse, du moins pour ces élections, mais à l'avenir, ils prendront bel et bien part aux élections qui sont organisées dans leur pays. Et l'autre problème à propos des élections, c'est de savoir si le président va tenir parole, c'est-à-dire qu'il ne va pas se représenter pour un troisième mandat comme le lui interdit la Constitution. Vous êtes son proche collaborateur, donc vous pouvez nous dire son état d'esprit à ce sujet. C'est une intéressante question. Le président de la République a dit, redit, qu'il va respecter la Constitution. Nous sommes à quelques semaines, comme je viens de l'indiquer, du début de l'opération de dépôt
des candidatures au niveau provincial, il n'y a pas en vue l'intention, le projet d'organiser la Constitution. Donc on s'y limite à l'esprit et la lettre de cette Constitution qui prévoit la limitation du mandat à 2. Et donc le président Joseph Kabila, c'est un homme, je me permets de le dire, un homme à féliciter dans la mesure où lui respecte la Constitution alors que tous les pays qui entourent la RDC ont procédé à des révisions pour permettre au chef de l'État de se présenter ad vitam aeternam. Et donc la RDC est le seul pays au niveau de l'Afrique centrale où la Constitution ne sera pas révisée dans le sens de permettre au chef de l'État de se présenter autant de fois qu'il voudra. Et donc c'est pour vous dire que le président de la République qui s'est prononcé ouvertement pour le respect de la Constitution ne sera pas à coup sûr candidat à cette élection présidentielle. Il s'en tient à l'esprit et à la lettre de la Constitution. En tout cas, voilà qui est assez clair. Bon, parlons un petit peu de vous. Vous êtes un des ténors de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous avez été un des proches collaborateurs de Fétien Tshisekedi. Est-ce que vous vous considérez comme en cohabitation avec le président Kabila ou faisant désormais partie de la majorité présidentielle? Nous avons signé un accord politique inclusif le 31 décembre 2016. L'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord de la Saint-Sylvestre, comme on l'appelle. Cet accord implique quoi? La gestion consensuelle du pays pendant la période qui nous sépare des élections. Et au niveau de cet accord, il n'y a pas que le rassemblement, ma plateforme, qui en fait partie. Il y a l'opposition du 18 octobre qui en fait partie. Il y a la société civile. Il y a l'opposition républicaine. Donc, ensemble, avec la majorité présidentielle, nous formons le gouvernement d'union nationale. Et donc, à ce titre, je me considère comme allié dans le sens de cet accord, dans le cadre de la gestion consensuelle du gouvernement. Mais nous sommes en train d'aller présentement vers la tenue effective des élections. Et comme cela s'explique en pareille circonstance, il y a des alliances qui peuvent se créer dans le sens de parvenir à obtenir la majorité et donc à diriger. Et donc, on ne peut pas dire que Bruno Tshibala fait partie de la majorité présidentielle, loin de là, loin s'en faut. Nous sommes alliés dans le cadre de la gestion du pays avant les élections. Mais vous êtes toujours membre de l'UDPS? Il ne faut pas poser la question en termes si je suis membre. Je suis président de l'UDPS, c'est-à-dire le parti qui a été créé le 15 février et dont je suis cofondateur historique. Si aujourd'hui on parle d'autres UDPS, mais c'est l'UDPS barre, et nous nous efforçons au niveau de la justice et ailleurs de mettre fin à ces UDPS barre qui n'honorent pas ce parti qui a été avant tout un mouvement de libération de notre peuple avant d'être parti classique. Et donc, je suis le président de l'UDPS aujourd'hui. Comme je me suis retrouvé dans le cas d'incompatibilité, comme le prévoit la Constitution, j'ai désigné un président délégué. J'assume la fonction d'autorité morale, mais je reste en réalité président de l'UDPS tout court. C'est UDPS qui a été créée le 15 février 1982 en pleine clandestinité. Voilà, en tout cas, ça permet de clarifier les choses par rapport à Félix Tshisekedi, qui est quelqu'un aussi qui a voulu se réclamer de la présidence de l'UDPS. Il n'y a que dans notre pays où vous retrouvez ce genre d'aventure. Mais enfin, nous sommes en train de faire des efforts pour arriver à normaliser la situation de notre pays. Au moment où moi, son père et bien d'autres députés, nous étions au péril de notre vie, en pleine clandestinité, dans une maison, nuitamment, de mettre sur pied le parti, parce que les gens ne le savent pas, hein, les gens ignorent cela. Le parti a été créé en 2 temps. D'abord, une création historique, c'est-à-dire la résolution de créer un parti. Ensuite, une année plus tard,
la création officielle le 15 février, Félix était un jeune homme qui était au CO, cycle d'orientation à l'époque, si vous vous rappelez, et qui ne connaissait même pas le ABC de la lutte, le fonctionnement de la dictature mauricienne à partir unique qui existait à l'époque. Et donc, dire aujourd'hui qu'il est le président de l'UDPS, quel UDPS? Bon, je ne suis pas là pour m'acharner sur un jeune homme que j'ai encadré à la demande de son père. Vous savez que jusqu'au moment où nous sortons de la clandestinité, le 24 avril 90, jusqu'en 91, il n'avait jamais posé un fait politique qui montre son adhésion, son attachement au parti. C'est une année, c'est quelques temps plus tard, le président devait revenir au pays après avoir séjourné en Belgique, qu'un décret, plutôt un arrêté signé par le ministre belge de l'époque, M. Jean Gaulle, lui interdisant de revenir au pays, qu'on a vu M. Chilombo se signaler dans des bagarres contre la police belge. C'est à ce moment-là qu'on a su que bon, le fils du président, qui était tout jeune à l'époque, est aujourd'hui membre du parti dans une cellule à Louvain-la-Neuve. C'est comme ça qu'on appelle Louvain-la-Neuve. Et donc, il n'est pas président du parti. Il sera bientôt dans le rang, derrière l'héritier politique du président et cofondateur historique du parti. Alors, est-ce que justement le vrai président du parti pourrait se présenter aux élections présidentielles? La résolution de se présenter à l'élection présidentielle, c'est une résolution personnelle, mais il y a des instances qui sont habilitées à recevoir la candidature et l'accepter. C'est donc le congrès du parti. Et si le parti est membre d'une plateforme, c'est au niveau de l'Assemblée générale, la méga plateforme où se décidera le candidat qui a réuni les chances de l'emporter. Il ne faut pas faire de l'ambition pour l'ambition, mais il y a des conditions, il y a des critères, il y a des conditions pour arriver à se présenter avec la conviction, l'espoir de l'emporter. Nous n'avons pas, nous, l'habitude de participer pour participer, mais il faut participer pour réussir. Voilà. Et parlant de ça, il y a un de vos compatriotes, Jean-Pierre Bemba, qui vient d'être acquitté par la Cour pénale internationale de justice, la Haye, comme chef du gouvernement congolais et comme homme politique. Quelle est votre réaction à cette situation? Bon, la première chose, c'est me féliciter qu'un compatriote qui a été arrêté soit finalement libéré. C'est une bonne chose. Il a aujourd'hui la liberté de revenir au pays et d'exercer tous ses droits, y compris sur le plan politique. Et donc, je ne puis que me féliciter qu'il soit libéré. C'est une bonne chose. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un mauvais message que la CPI a envoyé, compte tenu des crimes qui sont reprochés à ses troupes en République centrafricaine. À chacun d'apprécier la portée du geste posé par la CPI, mais dès lors que le juge, au niveau d'appel, a estimé en conscience qu'il mérite d'être libéré, il l'a fait. Et pour le reste, chacun devra juger comme il l'entend. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est moi.